Dernière partie des débats de l'été sur Sud Radio, une partie grand entretien et une partie débat avec vous auditeurs. Ça s'appelle La France au bout du fil, 0826 300 300, midi 30, 13h, après une petite bataille juridique qui a duré quand même toute la nuit. Il faut le dire, un QR code est obligatoire pour assister, était obligatoire pour assister, on va dire, aux festivités du 14 juillet, le symbole du QR code obligatoire pour assister à ce qui représente quand même la fête nationale. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce que ce n'est pas le symbole d'une fin de règne? On vous posera la question, on l'a déjà abordé dans les débats, mais moi j'aimerais vous entendre plus longuement sur le sujet, amis auditeurs, ou 0826 300 300, sachant que c'est pas compliqué. Il y a deux parties, ceux qui disent écoutez, QR code égale Covid, égale restriction de liberté, égale signe, même si le mot peut-être est un peu fort, de fin de règne, d'autoritarisme quand même, ce ne sont pas des choses qu'on aime. Et puis il y a ceux qui ont bien conscience que quand on a autant de chefs d'État sur 48 heures à Paris, eh bien oui, il faut plutôt un QR code, c'est ce qu'on appelle la sécurité, qu'un événement comme ça, surtout dans le contexte que nous connaissons, avec une reprise de la guerre en Iran, avec ce qu'on peut voir en Ukraine, qui plus est quand un président ukrainien avec un pays en guerre, oui, ça demande forcément un palier de sécurité supplémentaire. On en débattra avec vous, amis auditeurs, mais peut-être même avec un mot, avec nos invités, alors qu'il est midi 6. Les débats de l'été Sud Radio. Et notre invité est avec nous ce midi pour parler d'un sujet plus qu'important, puisque c'est le sujet du 14 juillet, le sujet du réarmement, mais aussi derrière toute la question peut-être de tout comment on pourrait dire ça, de toute une partie du monde qui est en train de se redessiner et face à laquelle nous devons faire face. Bonjour Jean-Louis Thiriot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes député de Seine-et-Marne, dans la commission de défense bien sûr, mais vous êtes aussi l'ancien ministre délégué au prix de ministre des Armées et des anciens combattants. On va revenir sur ce 14 juillet absolument exceptionnel. Près de 6700 troupes à pied, 98 avions, 31 hélicoptères, 315 véhicules. Jamais autant de militaires n'auront défilé sur les Champs-Élysées, dans un contexte de réarmement bien sûr, avec, on le dira, une forte actualité internationale, des présences importantes, mais aussi des absents qui sont tout aussi importants. Premier mot peut-être d'abord Jean-Louis Thiriot, vous revenez du défilé. Quel est votre regard sur ce 14 juillet, sur cette démonstration de force tout d'abord? C'est un magnifique défilé, c'est un hommage à nos forces et c'est évidemment un grand moment d'émotion et d'unité nationale. Une fois qu'on a dit ça, il faut bien voir que un défilé n'a jamais fait gagner une guerre. Le plus important défilé de l'histoire qu'on ait connu, c'était le 14 juillet 39. On sait que ça s'est fini à Sedan. Donc ce qui est important, c'est pas cette manifestation de force. Ce qui est important, c'est la décision qui a été prise de faire défiler la coalition des volontaires, qui a été montée à l'initiative de la France et du Royaume-Uni pour réunir les puissances européennes pour donner des garanties de sécurité à l'Ukraine dans l'hypothèse où un cessez-le-feu serait signé. Et je dis bien seulement dans l'hypothèse où un cessez-le-feu serait signé. Personne n'a envisagé d'aller faire le coup de feu en Ukraine. Il y a deux choses qui sont frappantes. C'est c'est 32 pays présents sous l'autorité de la France qui a été à l'origine avec les Britanniques. Et la deuxième chose, c'est que les Américains, alors que pourtant c'est le 250e anniversaire de leur déclaration d'indépendance qui avait été acquis grâce à la France, où on aurait pu en faire une grande fête franco-américaine, n'étaient pas invités. Le symbole, c'est que les nations européennes commencent à prendre en main leur sécurité et leur destin. Et là, on assiste, je crois, à une véritable bascule historique. L'OTAN est de moins en moins américain. On ne sait pas si les Américains respecteront ou non leurs engagements sécuritaires. Et il faut le reconnaître, dans cette nouvelle configuration européenne, c'est la France qui prend le lead et c'est très bien. La France qui prend le lead notamment avec cette volonté de donner les moyens à ses forces militaires. On va parler bien sûr dans un instant de la loi de programmation militaire en rappelant les montants, en rappelant si bien sûr on est dans la bonne voie et s'il faut faire plus. J'imagine que vous allez nous dire qu'il faut faire plus, Jean-Louis Thiriot, parce qu'il y a encore des manques à combler. Est-ce qu'on va réussir à faire plus et dans quel domaine exactement? Mais simplement sur ces démonstrations de force militaire
militaires, appelons-les comme vous voulez. Et j'aimerais simplement vous faire réagir à quelqu'un qui était l'invité de Benjamin Glaise au micro de l'interview politique. C'était hier, c'était un député, mais également porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli. Et voici ce qu'il disait avec, certes, un peu d'ironie, mais j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Surtout, moi, ce qui me surprend, c'est que l'entrée des spectateurs qui voudraient venir voir ce défilé est très protégée. Ça va être très compliqué d'aller voir ça. Donc, ces grandes démonstrations de force interdites au public, ça rappelle quand même des souvenirs, qui ne sont pas des souvenirs dans une démocratie, mais qui sont ailleurs, très loin à l'ouest et à l'est, pardon. Il y a quelques années, on a l'impression que c'est la place rouge ou la Corée du Nord. Non, mais je dis ça pour rire, mais on a un président complètement isolé qui veut flatter son ego et qui ne veut plus partager la joie de soutenir nos armées qui en ont bien besoin. Est-ce que parfois, vous, Jean-Louis Thériault, fin connaisseur de l'histoire et de ces questions-là, n'avez été gêné parfois par le rapport entre Emmanuel Macron, les forces militaires? Comment vous réagissez à ce que vient de dire Laurent Jacobelli? Même si c'est sur le ton de la boutade, je pense que comparer l'armée française et l'armée rouge, c'est très moyen vis-à-vis de nos militaires. Cela mis à part, si on parle des défilés militaires sur la place rouge, 2025, grande manifestation de force exclusivement russe, aucun défilé d'autres nations avec les pays, on va dire quelques pays de l'axe moscovite. 2026, je le rappelle, pas de défilé militaire sur la place rouge parce que menace de drones ukrainiennes. Autre grande manifestation de force, un pays conquérant, la Chine, grande manifestation cette année avec les ambitions sur Taïwan. C'est totalement différent. Là, vous avez une coalition des peuples libres que personne n'a à qui personne n'a imposé d'être là, qui se mobilisent contre la violation du droit international par la Russie en Ukraine. Donc je trouve cette comparaison moyenne. Quant au QR code, on va évacuer tout de suite la question. Évidemment, j'aurais préféré qu'on n'ait pas de QR code. La réalité de la situation sécuritaire, c'est que vous avez 32 chefs de l'État, qu'on a déjà eu, je le rappelle, un attentat le 14 juillet où un militant d'extrême droite, Maxime Brunery, avait tiré sur le président de la République Chirac en 2002. Aujourd'hui, c'est une technique qui a fait ses preuves. On l'a vu au moment des JO. Il y a eu un recours devant le tribunal administratif. Le Conseil d'État a validé la mesure. Passons à autre chose. Et je rappelle quand même, parce qu'il y a beaucoup de désinformations autour de ça, le QR code ne délivre pas une autorisation d'accès. Il constate simplement une inscription. Le but, c'est quoi? C'est qu'on n'ait pas de trouble à l'ordre public ou d'attentats devant un parterre de chefs d'État. Ça, c'est toujours mieux. En effet, Jean-Louis Thériault, suite de la conversation, une fois qu'on a réagi, parce que c'est aussi ce que pensent certains politiques, aussi ce que pensent certains Français, cette démonstration de force, continuons à l'appeler comme ça, elle est nécessaire parce que Emmanuel Macron veut vanter ce qu'il a fait depuis 10 ans à la tête de l'État avec une loi de programmation militaire dont l'actualisation a été approuvée le 1er juillet par le Parlement et qui prévoit donc 436 milliards d'euros sur la période 2024 et 2030. Et il faut le recontextualiser, c'est 36 milliards de plus que dans sa version qui avait été adoptée en 2023. Est-ce que cette loi de programmation militaire est suffisante, Jean-Louis Thériault? Il faut savoir d'où on part. En 2015, on était à 1,5% de la richesse nationale du PIB dépensé à la défense. À la fin de cette actualisation de la loi de programmation militaire, dont j'étais d'ailleurs le rapporteur, on sera à 2,5%. Durant toute la guerre froide, et sans que ça n'empêche la croissance des 30 glorieuses, on était à plus de 3,5% du temps du général de Gaulle, du temps du président Pompidou, du temps de Valéry Giscard d'Estaing et du temps de François Mitterrand. Tout a commencé à partir à volo à partir des années 94-95, quand Laurent Fabius, à la tribune de l'Assemblée nationale, a parlé des dividendes de la paix. Alors c'est vrai que l'Europe était en paix, mais on a cru aux illusions de la mondialisation heureuse. Personnellement, je n'y ai jamais cru. Aujourd'hui, on revient dans la tragédie de l'histoire. Et donc, oui, il faudra faire davantage d'efforts et arriver à ce qu'on appelle le poids de forme, c'est-à-dire 100 milliards d'euros par an, ce que vient d'ailleurs de proposer Bruno Retailleau dans une tribune du Figaro ce matin. Aujourd'hui. C'est le premier des candidats à poser cela sur la table, en rappelant aussi d'ailleurs la menace
menace russe sur l'Ukraine et la solidarité de tous ceux qui sont attachés à la nation avec la défense de la nation ukrainienne pour son indépendance, je suis heureux que ce soit l'un des candidats à la présidentielle qui l'évoque aussi clairement. Jean-Louis Thiriot, vous venez de parler de cette expression qui a marqué et les générations et l'histoire quand même, les fameuses dividendes de la paix. Vous évoquiez aussi la tribune de Bruno Retailleau qui fait référence notamment à Marc Bloch, l'étrange défaite. Marc Bloch qui a été panthéonisé il y a quelques semaines. On est dans une période en ce moment en France où on a l'impression de redécouvrir des grandes figures, des grands livres, des grands destins. Il y a ce fameux film sur Charles de Gaulle qui cartonne au cinéma. Il y a eu en effet la panthéonisation de Marc Bloch. On retrouve aussi l'Odyssée grâce à un film et les ventes bondissent. Est-ce que en France, encore, les politiques, c'est pour ça que je m'adresse à vous, Jean-Louis Thiriot, ont suffisamment conscience des leçons du poids de l'histoire? Quand aujourd'hui on entend notamment le chef de l'État parler de la guerre, quand on voit aujourd'hui l'étrange défaite, quand on voit tous ces grands noms qui reviennent, est-ce que les leçons ont été suffisamment apprises? Je crois qu'hélas, notre génération a oublié et l'histoire et le réel. Aujourd'hui, c'est le retour brutal de l'histoire et du réel. L'histoire, c'est que si tu veux la paix, prépare la guerre, et que quand Lyautey disait montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir, c'est évidemment une réalité. Le réel, c'est que on a beau être pacifique et espérer que le doux commerce réglera les choses, ça n'empêche pas les appétits de puissance. Ce n'est pas nous qui désignons l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous désigne. Et ça veut donc dire être fort militairement, ça veut dire être fort économiquement, parce que le monde économique est bien une compétition extrêmement sévère. Et ça veut dire aussi être fort moralement, ça veut dire être fort spirituellement et savoir que ce dont a besoin une nation avant toute chose, c'est de force d'âme et d'unité nationale. On va poursuivre cette conversation avec vous, Jean-Louis Thiriot, en ce 14 juillet, fête donc nationale, député de Seine-et-Marne. Vous êtes aussi dans la commission de la défense, vous le disiez, rapporteur aussi de cette fameuse loi dont on n'arrête pas de parler, de programmation militaire qui atteint quand même le montant stratosphérique de 436 milliards d'euros, 2024-2030. Et vous êtes aussi l'ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. 14 juillet, fête nationale, enjeu pour nos hommes, menace bien sûr sur la France et sur le monde. On va continuer à tirer toutes ces fils de pensée avec vous jusqu'à 12h30. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Suite de la conversation, et alors pour ne rien vous cacher, on était en train de discuter cinéma avec notre invité, puisque c'est lié à cette journée, le film De Gaulle qui cartonne au cinéma en deux parties avec Jean-Louis Thiriot, député de Seine-et-Marne, qui appartient à la commission de défense, ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des anciens combattants. Très important parce que Jean-Louis Thiriot, vous rentrez du défilé, on était en train de parler de la force d'âme qui passe par la littérature, la puissance, l'importance des leçons de l'histoire qu'on espère tirer. Bon, vous nous dites que depuis des années on l'avait un peu oublié, c'est le retour du réel. Mais le retour du réel, c'est aussi sur la scène internationale. On évoque ce 14 juillet, qui est toujours en fait une démonstration de force, notamment au monde, plus qu'une volonté de se rassurer. Les menaces, justement, on a la Russie en ligne de mire, on a l'Iran en ligne de mire. C'est vraiment ces deux puissances qui aujourd'hui représentent une menace considérable sur le pays. Et là, c'est même plus large que ça. La menace russe, elle est évidente. Alors, je ne suis pas en train d'essayer d'affoler les gens. On ne verra pas les chars russes sur le Rhin comme on a pu le craindre pendant la guerre froide. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une puissance, la Russie, qui a violé tous ses engagements internationaux, mémorandum de Budapest en particulier, qui a agressé un pays, en l'occurrence l'Ukraine, après avoir conquis la Crimée. Et aujourd'hui, tous les services de renseignement européens, et ça n'est pas que la France qui le dit, considèrent qu'on a un risque d'être testé, surtout dans le cas d'un cessez-le-feu, sur le flanc est de l'OTAN, dans les pays baltes, par exemple. Alors, ça sera pas la grande guerre, mais ça veut dire que ce test-là, destiné à faire exploser la sécurité du continent, nous impose de réagir et de réagir vite. Et comme chacun ici souhaite la paix, l'idée, c'est d'être le plus fort possible pour que la Russie ne soit pas tentée par l'aventure. Vous savez, la guerre en Ukraine en 2022, elle n'a commencé
que parce que Vladimir Poutine croyait qu'en 5 semaines, il mettrait à bas l'Ukraine. On voit que 4 ans après, on y est toujours. Mais la menace, il y a ça. Il y a l'Iran. Alors, il y a la menace balistique iranienne, j'y crois pas trop, mais il y a surtout cette menace que les événements dans le Golfe prouvent, c'est la menace sur la liberté de circulation maritime, alors que 80% de nos approvisionnements passent par la mer. Le monde est tenu par quelques détroits. On parle beaucoup d'Ormuz, mais vous avez Ormuz, vous avez Bab el-Mandeb, vous avez le détroit de la Sonde, vous avez le détroit de Malacca. Si vous bloquez ces détroits, et des pays peuvent le faire, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est bloquée. Donc on a à protéger notre liberté maritime. Et puis, on a nos outre-mer qui peuvent être victimes de déstabilisation, qui peuvent... On l'a déjà vu d'ailleurs à plusieurs reprises. Absolument. L'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, la Chine dans une partie de l'Indo-Pacifique. Donc on doit être capable de les protéger, éventuellement de les défendre. Je pense par exemple aux îles Éparses, au large de Madagascar. N'oublions pas les Manouines et Margaret Thatcher. On peut être amené à les reconquérir de vive force. Et puis, c'est un point qu'on oublie trop, concernant l'Afrique. Alors, il y a toute la déstabilisation de l'Afrique. On s'est fait mettre dehors, très bien. Mais demain, on peut avoir ou des flux migratoires totalement incontrôlables qui nous amènent à y aller. Et surtout, et ce qui est la menace la plus prégnante, avoir des attaques contre nos ressortissants dans ces pays-là. Et si demain, on doit faire une opération d'évacuation de ressortissants dans une situation de guerre, eh bien, on doit garder aussi des capacités de projection. Donc, on n'a pas une nouvelle menace mais on a des menaces qui se surajoutent les unes aux autres. Ce qui est très frappant quand on essaye de s'intéresser, nous, modestes citoyens, à tous ces conflits, Jean-Louis Thiriot, c'est que à chaque fois, on a l'impression d'entendre, un peu comme vous venez de le faire, par exemple, avec le déclenchement de la Russie et son agression avec l'Ukraine, à chaque fois, des spécialistes viennent nous dire que on le savait, mais on a été naïf, on n'a pas voulu entendre, on n'a pas voulu écouter, on n'a pas voulu lire, on n'a pas voulu comprendre Vladimir Poutine. Vous venez d'évoquer la Chine. Beaucoup de spécialistes de ce pays-là ou de ces questions-là vous expliquent que déjà, la Chine, pour des scénarios qui touchent 2028, 2029, 2030, se prépare à envahir Taïwan. Est-ce que la France est, comment je pourrais dire ça, suffisamment à l'écoute de cette possibilité-là? Est-ce qu'elle trouve cette menace crédible? Et si oui, est-ce qu'on sait quelle sera la position de la France en cas, à part des communiqués diplomatiques, en cas d'attaque de la Chine sur Taïwan? Si je le savais, j'aurais une longueur d'avance sur l'ensemble des analyses du monde entier. La menace, elle doit être prise très au sérieux. Après, la France est une puissance clairement de l'océan Indien et la France a des intérêts dans le Pacifique. Militairement, seule la France ne peut pas faire grand-chose face à la Chine. Donc je crois que si on devait avoir une guerre qui se déclenche à Taïwan, ça serait évidemment les Américains qui seraient en première ligne. Nous, ce que nous aurions à faire, c'est à protéger nos intérêts, nos bases et la liberté du commerce maritime. Personne n'imagine l'armée française aller se battre à Taïwan. Mais il y a aussi, puisqu'on parle souvent aussi de la force vive, c'est-à-dire les Français, j'aimerais vous entendre. On se souvient il y a quelques mois de la fameuse phrase de Fabien Mandon, qui est le chef d'état-major des armées, sur la nécessité de s'apprêter à voir mourir ses enfants au combat. Hier, il y a la petite phrase, c'était dans nos discussions également du débat d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui parle du prix du sang pour défendre nos libertés, nos valeurs. Est-ce que, vous, en tant que spécialiste de ces questions-là, vous qui avez les mains dans le cambouis en tant que député, en tant qu'ancien ministre délégué auprès des armées et des anciens combattants, est-ce que c'est la bonne méthode d'en parler de cette manière, Jean-Louis Thiriot? Et aussi, est-ce que vous pensez sincèrement que les Français, encore aujourd'hui, pour ce pays, sont capables de se battre? La peur n'évite pas le danger. Et je crois que... C'est ce que disait mon père, ça. Écoutez, avec monsieur... la confiance n'exclut pas le contrôle. Super. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Monsieur, votre père vous a bien éduqué. Non, je crois qu'il faut regarder la réalité en face, alors que l'hypothèse de la mort au combat était complètement écartée de nos horizons il y a encore une vingtaine d'années, encore que les militaires de carrière tombaient au combat. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la résilience de la nation qui est en cause. Moi, je veux quand même dire que on s'est offusqué de la phrase du général Mandon. Certains veulent faire une polémique sur les propos du président de la République hier. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on en a perdu 3 récemment, deux au Liban, et à cause du conflit en Iran. Régulièrement, on perd du monde. Et vous savez, c'était mon inquiétude, on va dire, comme ministre, quand vous voyez des veuves,
des orphelins, vous mesurez la densité humaine que représentent les armées, l'acceptation de la mission jusqu'à l'hypothèse du sacrifice. Et je pense que le dire, rendre cet hommage, ça a du sens. Vous savez, les armées, c'est un trésor d'humanité, c'est une réserve d'humanité, comme disait Peggy. Mesurons-les. Alors évidemment, demain, ça ne sera pas une levée en masse. 1914-1918, c'est fini tout simplement parce que de toute façon, personne n'aurait de quoi armer 800 000 Français. Mais savoir qu'on doit contribuer à la défense de notre pays, qu'on ait davantage de réservistes pour protéger le territoire national, parce que dans une guerre demain, ce serait une guerre hybride. Le territoire national, ça sera pas les chars, ça sera des sabotages, ça sera des drones. On aura besoin de gens pour le terrain, pour surveiller. Eh bien, oui, on peut tous s'y préparer, mais vous voyez, on parlait... Mais est-ce que vous pensez, même ma question c'était celle-ci, Jean-Louis Thériault, est-ce que vous pensez que dans ce contexte qui est difficile pour énormément de Français d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, est-ce que vous pensez que les Français, à cette hypothèse, ils y sont prêts, mais au plus profond de leur âme, vraiment à prendre les armes pour défendre leur pays? Parce on s'est tous réjouis de l'exemple ukrainien d'une certaine manière, mais est-ce que nous, en France, on agirait de la même manière? J'ai tendance à le croire, et j'ai tendance à le croire pour deux raisons. Quand je vais dans les armées, je vois des jeunes qui viennent de partout, toutes les origines, toutes les religions, qui sont pas du tout de famille de militaires, qui font le choix de s'engager. Donc il y en a, et vraiment, c'est un magnifique exemple. La deuxième chose, c'est que vous m'auriez demandé... En 2014, il se trouve que je suis allé en Ukraine dans les années qui précédaient. Si je croyais à une forte identité ukrainienne et à une forte capacité de mobilisation, je vous aurais dit non. Donc je me serais trompé. Et je crois que quand votre pays est attaqué, je mets à part certains ferments de dissolution, mais quand votre pays est attaqué, je suis convaincu que 80% des Français seraient prêts à y aller. Je n'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, vous voyez la popularité de nos armées. Quand vous posez les questions, c'est l'une des rares institutions qui c'est une des rares institutions. C'est une des rares institutions qui tiennent et qui réussissent. Merci beaucoup, Jean-Louis Thériault, d'avoir été avec moi ce matin, député de ce midi, même député de Seine-et-Marne, commission de défense, bien sûr, auquel vous apportez votre connaissance et votre vision. Accessoirement, on en a besoin en ce moment. Ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées et des anciens combattants pour essayer d'avoir dressé, je ne sais pas si on l'a fait, mais un tableau assez précis en ce 14 juillet de ce qui attend le pays sur différents plans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne fête nationale à vous. Dans un instant, on évoquait le 14 juillet, petite polémique autour de ceux qui voudraient y assister de ce 14 juillet. Notre invité y a réagi avec la nécessité d'un QR code. Est-ce qu'on était obligé d'en arriver là? Est-ce qu'on privilégie la sécurité ou est-ce une attaque, comme beaucoup le disent, oui, à nos libertés publiques? On en parle dans un instant avec vous au 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio.